activité pharmacodynamique, pharmacologique, c'est bon, je vais prendre ces molécules vers l'essai de toxicologie expérimentale pour voir si ces molécules sont toxiques ou pas. Si ils ont une toxicité majeure, je dois éliminer ces molécules. Donc, je garde que les molécules qui ont une toxicité acceptable pour passer aux essais cliniques chez l'homme. Alors, la toxicologie expérimentale, c'est un ensemble d'essais qui permet d'évaluer sur l'animal et sur des systèmes in vitro la sécurité du médicament. Ça veut dire l'apparition des effets toxiques. Qu'est-ce que je vais déterminer pendant ces études de toxicité? Premièrement, la dose maximale tolérée, veut dire la dose la plus haute qui va me donner une activité pharmacologique sans effet toxique. C'est la dose maximale tolérée. Et aussi, je peux aussi analyser les organes et les tissus et cellules ciblées par cette molécule. Je vais voir aussi les fonctions physiologiques altérées après l'usage de cette molécule. Les risques aussi de cancérogenèse, les risques de mutagenèse, des risques de malformation congénitale si donc ces molécules sont utilisées chez des femelles avant la mise bas. Donc, on va voir tous les essais qui vont nous permettre de détecter tous ces paramètres. Alors, la toxicologie expérimentale commence par des essais prérequis. Donc, ils se font avant l'administration chez l'homme. Quels sont ces essais? On a la toxicité aiguë, après donc une administration d'une dose unique massive. On a la toxicité subaiguë après un usage réitéré, répété pendant une durée courte du médicament. On a les essais de mutagenèse. Donc, c'est une prise de test qui va nous permettre de savoir est-ce que ces molécules sont mutagènes ou pas. Si le résultat de ces essais sont favorables, donc il n'y a pas de toxicité aiguë, subaiguë, ni de mutagenèse, je passe aux essais post-requis qui peuvent se faire par la main. Quel est ces essais? Donc, on a la toxicité chronique. Donc, c'est une étude qui est prolongée dans le temps. Donc après un usage répété pendant une longue durée, on va voir les effets toxiques de cette molécule. Les essais de cancérogenèse, c'est la même chose. D'abord, les essais de cancérogenèse, ils se font généralement pour les molécules qui ont une structure similaire à un cancérigène, ou une molécule qui sera utilisée pour une longue durée, je m'excuse. On est donc dans les essais post-requis. Donc, je vous ai dit, ils se font en parallèle avec les essais chez l'homme, donc l'essai de toxicité chronique qui se fait donc pendant une durée qui dépasse les 2 ans. L'essai de cancérogenèse, alors, il se fait pour des molécules qui doivent être utilisées pour une très longue durée, donc un traitement qui sera pris en chronique, ou un traitement qui a une structure similaire à un cancérigène. Donc, ici aussi, dans les études de mutagenèse, de toxicité chronique, on a suspecté un effet de cancérogenèse, donc je dois alors faire les essais de cancérogenèse à cette molécule. Donc, il y a des cas précis pour lesquels on doit assurer ces tests de cancérogenèse. Alors, au final, on fait aussi des essais sur la reproduction, donc avec les 3 segments. Donc, on va voir l'effet de la molécule sur la fertilité masculine et féminine. On va voir aussi l'effet de la molécule sur l'organogenèse, donc
pendant le développement fœtal et embryonnaire. Et on va voir aussi, après la mise bas, est-ce qu'il y a des effets ou une tératogénèse détectée chez les nouveau-nés. Alors, la toxicité aiguë, c'est le premier test donc, pour de la toxicité molécule. Elle permet l'évaluation qualitative et quantitative des effets toxiques et le temps et leur évolution dans le temps causée par une dose unique et massive d'un médicament. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On administre une dose unique à des lots d'animaux, bien sûr, laissant un loin sans administration de la molécule pour pouvoir comparer donc les effets de cette molécule par rapport à un autre mois. Donc, et on va essayer donc de suivre les animaux pendant 14 jours pour détecter tout effet toxique ou toute mortalité. Donc, le but, c'est d'évaluer qualitativement et quantitativement la molécule. Donc, qualitatif, donc on va voir les symptômes qui vont apparaître chez ces animaux après cette dose unique et le temps d'apparition de ces l'évaluation donc intéressante, c'est déterminer une dose minimale mortelle, paramètre à détecter. C'est la dose minimale mortelle. C'est à partir de toxicité aiguë. Donc, je vais vous expliquer. Donc, la dose minimale mortelle, c'est la dose minimale d'une substance ou par administration perfusion continue. Donc, si j'administre une dose massive en intraveineux lent et ça provoque une mortalité de l'animal, cette dose-là, c'est ma dose minimale mortelle. Ou carrément, une dose qui va me permettre une mort par arrêt cardiaque de l'animal, c'est la dose aussi minimale mortelle. Alors, une fois j'ai cette dose minimale mortelle, bien sûr, je dois choisir des doses inférieures à cette dose-là pour pouvoir faire mon essai de toxicité aiguë. Je dois avoir donc des animaux vivants au minimum quelques jours pour déterminer la dose létale 50. D'accord? Donc, première des choses, la détermination de la dose minimale mortelle. Deuxième des choses, donc, déterminer des doses inférieures à cette dose minimale mortelle pour l'étude de la toxicité aiguë et la détermination. C'est quoi la dose létale 50? Donc, c'est une estimation statistique d'une dose unique capable de tuer la moitié des animaux donc à des mêmes conditions au niveau d'un. Donc, je vais vous expliquer. Vous avez plusieurs lots, d'accord? Minimum 6 lots, donc pour lesquels on administre des doses supérieures, donc un gradient de dose. Donc, et la dose qui va me donner une mortalité de 50% des animaux de là, c'est à 50. Donc, on doit respecter certaines conditions, 50. Donc, il faut que la dose administrée et la dose suivante, donc le rapport entre ces deux dernières, il doit être entre 1,2 et 1,5. Donc, j'ai ma première dose qui doit être inférieure à la dose minimale mortelle. D'accord? Donc, c'est ce paramètre de dose minimale mortelle qui m'a permis de déterminer les doses que je vais utiliser pour cette étude. Donc, ma première dose, je vais donc la multiplier fois 1,5 ou 1,2 pour avoir ma prochaine dose, D2. Alors, la dose 3, c'est la même chose, c'est la D2 fois 1,5 ou 1,2. Donc, et comme ça, j'aurai les différentes doses, donc croissantes, qui vont me permettre de faire l'étude de toxicité aiguë. Et la dose qui va me permettre la mortalité de 50% des animaux d'un même lot, donc par exemple le lot 3, donc il y a 10
10 souris dans le lot 3, donc une mortalité de 5 souris. Donc la dose administrée à ce lot 3, c'est la dose létale 50. Donc, on peut la déterminer par moyens mathématiques et graphiques. Donc, généralement, c'est une détermination graphique sur un papier logarithmique. Donc, elle permet une évaluation quantitative d'une dose qui va tuer donc 50% des animaux d'un lot. Déterminer la nature des effets toxiques aigus. Donc, comment je vais les déterminer? Tout simplement, après la mortalité de ces animaux, on va essayer de faire une autopsie pour voir les organes ciblés. Pourquoi cet animal est mort? Où est le problème? Quel est l'organe qui a été ciblé par la molécule utilisée? Donc ça va nous permettre de prévoir les signes de surdosage chez l'homme. Donc, c'est des doses massives, uniques, donc qui vont tuer un animal. Donc, sûrement, c'est ces doses-là qui vont provoquer des signes de surdosage chez l'homme. Donc, choisir les doses utilisées pour la toxicité subaiguë. Donc, bien sûr, si je détermine la dose qui me tue 50% des animaux, donc je dois utiliser des doses beaucoup plus inférieures à cette dose-là pour pouvoir étudier la toxicité subaiguë. Pourquoi? Parce que je dois maintenir les animaux au minimum 6 mois à 2 ans pour étudier la toxicité subaiguë. Donc, la dose que je vais utiliser, elle sera beaucoup plus inférieure à cette dose létale 50. Déterminer l'index thérapeutique, donc par l'étude de la pharmacodynamie quantitative, je détermine la dose efficace 50. Donc, on a dit que c'est la dose qui permet d'atténuer 50% des symptômes d'une pathologie. Et par l'étude de toxicité aiguë, je détermine la dose létale 50. Pardon. Alors, la marge entre la dose létale 50 et la dose efficace 50 s'appelle l'index thérapeutique d'une molécule chez l'animal. Donc, il peut être faible, donc ces molécules-là doivent être à maniement délicat chez l'homme s'il est faible. Donc, si la marge entre la dose efficace et la dose létale 50 est faible, donc là, je dois faire attention lorsque j'administre ce médicament chez l'homme. Si l'index thérapeutique est moyen, donc le maniement il est plus facile, et s'il est large, donc là, la molécule sera utilisée avec toute sécurité pendant les essais longs. Alors là, c'est un graphe qui va nous permettre de voir réellement c'est quoi l'index thérapeutique ou ce qu'on appelle la marge de sécurité du médicament. Donc cet index, c'est des doses qui sont efficaces mais n'ont pas atteint le seuil de toxicité. Donc c'est ces doses-là qui seront ciblées chez l'homme lorsqu'on fait les premiers essais. Donc, des doses qui seront supérieures à la dose efficace 50 et inférieures à la dose létale 50. Voilà. La toxicité subaiguë, alors là, je vous ai dit qu'avec la détermination de la dose létale 50, j'utilise des doses beaucoup plus faibles pour étudier donc la toxicité subaiguë. Donc, c'est quoi cette toxicité subaiguë? C'est une évaluation des effets toxiques après administration répétée pendant une durée de 2 semaines jusqu'à 6 mois. Alors, l'administration, elle est journalière avec un contrôle régulier de la consommation de l'eau et de la nourriture. Donc, et on doit faire aussi la pesée journalière des animaux. Donc, j'administre d'une manière journalière la molécule et je contrôle la consommation d'eau et de la nourriture et le poids des animaux. Alors, le but de cette toxicité subaiguë, c'est une évaluation qualitative et quantitative. Donc, qualitative, c'est de voir les effets toxiques après administration répétée de cette molécule. Donc, généralement, les médicaments sont administrés d'une manière répétée pendant une durée, d'accord? Donc, peut-être de 6 mois, 2 ans, 3 mois, jusqu'à l'infini. Ça peut être donc un traitement à vie. Donc, je dois voir les effets toxiques issus de cette exposition répétée à cette molécule. Donc, on va
voir aussi les organes ciblés par une administration journalière pendant une durée de 2 semaines à 6 mois. On va voir aussi si l'effet toxique apparu est réversible ou pas, donc à l'arrêt du traitement. Lorsqu'on arrête le traitement, on va voir si l'animal a repris ses fonctions normales. Donc là, l'effet toxique est réversible à l'arrêt du traitement. Sinon, ça sera irréversible. On a aussi donc une évaluation des phénomènes cumulatifs et des effets retard. Donc il y a des effets toxiques qui apparaissent par accumulation de la molécule dans l'organisme après une utilisation prolongée. Donc, cette étude de toxicité subvécue permet de déceler ces phénomènes-là. L'évaluation quantitative, donc, on a la détermination de la dose sans effet observé. Donc, il faut savoir que pendant cet essai, on utilise plusieurs doses. Donc, on va voir après un tableau comparatif entre toxicité aiguë et subaiguë. Donc, ces doses-là, donc c'est un minimum de 3 doses, ils vont nous permettre de détecter une dose sans effet observé. Donc, c'est à partir de cette dose-là que je vais déterminer la première dose chez l'homme. Donc, c'est avec la LOL que je vais avoir la première dose à administrer chez l'homme. Alors, on va aussi déterminer la dose maximale tolérée chez l'animal. Donc, on utilise des doses croissantes et la dose maximale qui ne me donne pas d'effet toxique, c'est la dose maximale tolérée. Alors, pendant cet essai, s'il y a des effets toxiques importants, alors le produit sera éliminé et le développement sera arrêté dans cette étape. Alors, là, c'est un tableau comparatif donc, de la toxicité aiguë et la toxicité subaiguë. Alors, les doses, on a donc une seule dose pour la toxicité aiguë. Toxicité subaiguë, donc, au minimum, on a 3 doses. On a aussi donc l'espèce animale généralement, donc on a des rongeurs qui sont présents pour les 2 tests de toxicité de sexe mâle et femelle. Le nombre d'administrations toxicité aiguë, bien sûr, une seule administration et la subaiguë, c'est une administration réitérée. La voie, donc, généralement, c'est la voie orale. La durée, donc, elle est de 14 jours pour la toxicité aiguë et de 3 mois chez le rat et 6 mois jusqu'à 2 ans chez le chien pour la toxicité subaiguë. Le nombre d'animaux par lot, donc, vous voyez, pour la toxicité aiguë, c'est de 10 à 20 et un minimum, donc, de 6 à 7 lots. Et pour la toxicité subaiguë, on a jusqu'à 30 rats et 5 à 10 chiens, si on utilise bien sûr les non-rongeurs. Alors, les examens qui seront faits, donc pour la toxicité aiguë, généralement, donc on va essayer de faire une autopsie pour les morts et les survivants aussi. Donc, on doit aussi faire une autopsie pour les survivants pour détecter tout organe atteint par donc l'utilisation d'une dose massive de la molécule à tester. Donc, on fait des examens macroscopiques, donc une pesée, par exemple, de ces organes et aussi un examen histopathologique. Vous me suivez? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Vous êtes dans le tableau de toxicité aiguë. Ça va? Ça va? Vous êtes avec moi? Ça va? Oui, madame, on a bien compris. Très bien. Alors, s'il y a un arrêt de l'audio, il y a un problème sur les diapos, il faut me dire. Hein? Oui, il n'y a rien, aucun problème. Très bien. Alors, pour la toxicité subaiguë, alors là, normalement, il faut ne pas avoir donc plusieurs lots donc dans lesquels on voit des mortalités. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des doses qui sont plus faibles par rapport
aux doses utilisées à la dose utilisée pour la toxicité aiguë. Alors, qu'est-ce qu'on va évaluer? Donc, on va faire des bilans biologiques, on va faire une évaluation clinique, fonctionnelle et anatomopathologique des animaux après l'administration du médicament pendant une durée allant jusqu'à 2 ans. On va voir donc l'effet de la molécule sur la croissance des animaux, sur le comportement des animaux, et après on va aussi faire donc une autopsie pour voir donc s'il y a des organes ciblés donc chez ces animaux-là, et on laisse aussi certains animaux survivants pour voir est-ce que l'effet toxique est réversible après l'arrêt du traitement ou pas. Alors, maintenant, on passe aux essais de mutagenèse. Les essais de mutagenèse, donc c'est une batterie de tests in vivo et in vitro qui vont me détecter tout effet mutagène de la molécule. Donc, c'est quoi l'effet du pouvoir mutagène? C'est toute modification brusque, permanente et transmissible du génotype par un changement dans le nombre ou la qualité des gènes. Donc, on peut avoir un problème au niveau des chromosomes, par exemple des aberrations chromosomiques, des translocations, et on peut avoir aussi des problèmes au niveau des gènes, par exemple des gènes qui sont donc mutés ou carrément une délétion de gènes, etc. Donc, tout problème au niveau des gènes ou au niveau des chromosomes peut provoquer donc un pouvoir mutagène, et ce pouvoir mutagène-là, il va toucher soit des cellules somatiques, et là, on parle de risque de cancérogenèse, soit des cellules germinales, et là, il y a le risque de tératogenèse. Alors, 95% des cancers sont d'origine mutagène. Donc, ça va me permettre un screening, un tri rapide des molécules qui sont cancérigènes par ces tests de mutagenèse. Alors, on a dit que les types de mutations, soit ça touche les gènes, soit les chromosomes, soit les brins d'ADN, les cassures des brins d'ADN. Donc, je vous ai dit que c'est une batterie standard de 3 tests. Donc, on a des tests in vitro et des tests in vivo. Donc, je vous ai dit in vitro, c'est en dehors du corps de l'animal. In vivo, c'est à l'intérieur du corps de l'insecte ou de l'animal. Alors, généralement, c'est 2 tests in vitro et un test in vivo. D'accord? Donc, on choisit 2 tests faits in vitro et un seul test fait in vivo. Et les tests les plus utilisés, donc, on a le test sur la salmonelle typhimurion, donc on va voir après, c'est le test DAMS. On a le test aussi sur les lymphomes de souris, sur les cellules eucaryotes, donc là toujours on est dans les tests in vitro. On a aussi donc parmi les tests in vivo, donc les tests sur les rongeurs, ce qu'on appelle le test du micronucléus. Donc on va voir étape par étape les différents tests utilisés pour détecter une mutagenèse. Donc le premier test, c'est le test DAMS. Donc c'est un test réalisé in vitro sur la salmonelle typhimurion. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va cultiver une souche de la salmonelle qui est auxotrophe. Veut dire elle ne produit pas d'histidine, elle est histidine négative. Donc on va la cultiver dans un milieu dépourvu d'histidine, donc sans histidine, et on va voir s'il y a développement de cette souche ou pas. Normalement, s'il n'y a pas de réversion, donc s'il n'y a pas de mutagenèse du gène codant pour l'histidine, de l'histidine négative vers l'histidine positive, on n'aura pas de culture. Il n'y aura pas de prolifération de ces souches-là. Mais s'il y a une prolifération, donc ça prouve que ces souches-là sont devenues prototrophes en présence de cette molécule. Donc là, je dis que cette molécule, elle a ciblé le gène de l'histidine, elle me l'a rendu histidine positive, veut dire qu'elle a un pouvoir mutagène et je dois donc arrêter le développement dans cette étape de cette molécule. Sinon, je risque d'avoir une cancérogenèse ou
ou carrément une tératogenèse chez la descendance. Le deuxième test sur les aberrations chromosomiques. Donc là, c'est un test pour voir s'il y a un problème, des cassures au niveau des chromosomes, s'il y a des translocations de chromosomes, etc. Qu'est-ce qu'on fait donc au niveau d'une culture de cellules eucaryotes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc mettre ces cellules en contact avec ma molécule que je vais tester. Si cette molécule, elle provoque des dommages au niveau des chromosomes, ils vont apparaître dans la phase de métaphase, donc la phase de division cellulaire, d'accord, qui s'appelle métaphase. Donc là, il y aura la migration des chromosomes vers les deux pôles et ils seront bien condensés. Donc, il y aura donc une évaluation microscopique bien claire lorsqu'on arrête la division cellulaire dans la phase de la métaphase. Et la molécule qui est utilisée pour provoquer ce blocage de la division cellulaire en métaphase, c'est la colchicine. La colchicine, c'est un inhibiteur du faisceau mitotique, donc elle va me permettre de stopper la division en tissu métaphasique. Voilà, dans ce cas-là, lorsque j'arrête cette division, je prends mes cellules, je vais faire le karyotypage sous microscope pour voir s'il y a des translocations ou des aberrations chromosomiques provoquées par la molécule testée. L'autre test, donc on a le test du micronucléus. Alors, pour le test de micronucléus, il y a donc une administration de la molécule à tester chez, par exemple, des rongeurs, des souris, par exemple, ou des rats. Donc, si cette molécule provoque un problème dans le développement des érythroblastes au niveau de la moelle osseuse, en érythrocytes, donc là, je dis que ma molécule, elle est toxique et elle provoque une aberration chromosomique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout simplement, donc, le produit va pénétrer dans les érythroblastes et va provoquer donc un fractionnement du noyau et des aberrations chromosomiques et la formation du micronucléus, donc un petit noyau qui est séparé de mon noyau d'origine. Alors, si après, donc, je vais essayer de récupérer ces cellules de la moelle osseuse du fémur de ces rongeurs. Je fais donc mon analyse microscopique. Si je trouve que mes cellules, mes érythrocytes sont polychromatophiles, je veux dire, elles ont des micronucléus, là, je dis que ma molécule, elle provoque opération chromosomique, maintenant, elle est mutagène. Mais si il n'y a pas d'apparition de ces micronucléus, donc vous savez bien que les érythroblastes, au cours de leur développement en érythrocytes, elles perdent donc leur noyau pendant le développement. Donc, si mon érythrocyte est dépourvu de traces de noyau ou de micro-noyaux, là, je dis que ma molécule, elle ne provoque aucune aberration chromosomique. Donc, elle n'est pas mutagène. Voilà, donc là, c'est quelques tests qui sont utilisés pour l'étude de la toxicité et les essais prérequis. Donc, si la molécule donc ça permet d'évaluer les effets toxiques d'une administration répétée pour une longue durée, avec détermination de la dose sans effet toxique observable. Donc, on va voir le protocole après de la toxicité chronique. Donc, il faut savoir que l'administration, elle sera faite pour une durée supérieure à 6 mois. Donc, elle peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, on a l'essai de cancérogenèse. Donc, c'est tout processus qui conduit à l'apparition d'une tumeur cancéreuse. Donc, ce test sera appliqué, comme je vous ai dit, pour des médicaments à risque. Ça veut dire des médicaments qui peuvent être utilisés à long terme ou des médicaments qui ont une structure similaire à des produits cancérigènes déjà connus ou carrément pour des molécules suspectes
pendant les essais de toxicité subaiguë et de mutagenèse, donc suspectés ayant un effet cancérigène. Donc c'est ce type de médicament qu'on utilise donc pour les tester sur leur cancérogenèse. Pour les essais sur la reproduction, je vous ai dit donc des essais sur la fertilité, sur l'embryo et la phytotoxicité, et des études aussi postnatales. Bon, je vais essayer d'ajouter vos camarades. Alors, vous voyez le tableau là, comparatif entre la toxicité chronique et de cancérogène, les essais de cancérogenèse. Ça va? Vous le voyez? Très bien. Pardon. Très bien. Donc, chronique, c'est un essai qui est utilisé donc pour une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Pardon. Oh là là, c'est bien. Alors, la durée, je vous ai dit, elle peut aller jusqu'à pour les rongeurs. Pour les non-rongeurs, donc ça peut aller jusqu'à 7 ans, pour les chiens par exemple, pour les primates, etc. La dose utilisée, donc un minimum de 3 doses, d'accord? Une dose maximale tolérée. Donc, vous savez que cette dose maximale tolérée, elle est détectée pendant les essais aigus. Donc, on l'utilise pour l'étude de toxicité chronique. Donc, chaque étude de toxicité est reliée à l'étude qui suit. Alors, on a une dose forte de dose maximale tolérée, une dose intermédiaire qui est inférieure à celle-ci et une dose encore plus faible. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, l'administration, elle est quotidienne pendant toute cette durée. Et les lots, généralement, donc, on a plus de 3 lots par sexe et donc un lot témoin par sexe. Et pour les rongeurs, donc, on utilise donc 10 animaux par dose par sexe. Les non-rongeurs, donc, encore plus un nombre moins important d'animaux, bien sûr. Donc, on ne peut pas contrôler 10 chiens ou 10 singes. Par contre, on peut contrôler 10 rats ou 10 souris. Voilà. Donc, pour la voie d'administration, c'est la voie destinée pour l'homme. Après, donc, le développement du médicament utilisé peuvent être effectuées, c'est des études donc du comportement de l'animal pendant tout l'essai chronique, la pesée, l'alimentation, s'il y a un changement dans l'alimentation. Donc, on fait des tests biochimiques et fonctionnels, donc des bilans, et aussi donc après donc avoir terminé avec ce test-là. Donc après les 2 ans ou les 7 ans, pour voir s'il y a des organes ciblés par cette molécule pendant l'usage prolongé de celle-ci. Et on fait donc alors un examen macroscopique et de histopathologique pour voir exactement en quoi s'agit cette toxicité. Les résultats, donc je vous ai dit, donc on va essayer de voir donc le nombre de mortalités, les anomalies de comportement et aussi les bilans biologiques, qu'est-ce qu'ils vont identifier. On va essayer de voir aussi les organes cibles et leurs lésions après avoir
sacrifier les animaux et faire et aussi après avoir fait l'autopsie, on va essayer de laisser certains animaux vivants pour voir est-ce que l'effet est réversible après l'arrêt du traitement ou pas, et voir aussi s'il y a des effets retards ou cumulatifs suite à cette administration chronique. Donc l'évaluation quantitative dans la toxicité chronique, donc elle permet de détecter la dose sans effet toxique observée. Donc ces doses-là, c'est des doses qui seront utilisées plus tard pour détecter ou pour voir donc quelle est la première dose, ou pour prévoir quelle est la première dose à administrer chez l'homme. Pour l'essai de cancérogenèse, je vous ai dit qu'il est fait juste pour des molécules à risque. Alors, la durée, elle est de 24 mois pour les souris hamsters, 30 mois pour les rats, minimum de 2-3 doses. Alors, les lots, donc, ils comportent plus d'animaux par rapport à la toxicité chronique. Donc, c'est un essai très sensible, le test de cancérogenèse. Donc, on doit utiliser plus d'animaux pour être sûr du résultat. La voie d'administration, c'est la voie prévue pour les essais cliniques et pour le médicament après l'avoir développé. Et pour l'analyse, donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va essayer de voir le comportement de l'animal pendant cet essai, des tests biologiques, histopathologiques après sacrifice des animaux, et donc, on doit détecter les différentes catégories de tumeurs observées chez ces animaux, le nombre de tumeurs par animal et la date d'apparition de ces dernières. Donc, le résultat, il est évalué qualitativement. Donc, soit il y a un effet cancérigène, soit non. Pour les essais sur la reproduction, donc on a 3 segments. Donc le segment qui va évaluer l'effet de la molécule sur la fertilité. Le deuxième, donc on va donc la tester sur l'embryogenèse et la fœtogenèse, donc s'il y a un effet tératogène de la molécule chez l'animal. Le troisième segment, donc on va essayer de voir est-ce que le nouveau-né, pendant la lactation, ne présente pas de toxicité postnatale. Alors, pour le segment 1, je vous ai dit, donc c'est un examen de fertilité, donc on doit examiner comme les mâles et les femelles. Le croisement se fait donc entre mâles traités par la molécule femelle non, et le contraire, et parfois les deux traités en même temps. Donc, l'administration, elle se fait 4 à 10 semaines avant l'accouplement chez le mâle et 2 semaines avant l'accouplement chez la femelle. Donc, c'est la période de la gamétogenèse, c'est chez chaque chaque sexe. Voilà, c'est ça. Alors, pour l'examen, donc on va observer s'il y a une grossesse, donc après avoir administré la molécule aux mâles et femelles. On observe aussi après la mise bas, donc s'il y a donc un problème de malformation chez les nouveau-nés. Pour le segment 2, donc on administre la molécule pendant la période d'organogenèse, donc 2 jours avant la mise bas, on doit sacrifier les femelles pour donc récupérer l'utérus et voir l'implantation du nouveau-né, est-ce qu'elle s'est faite d'une manière normale, voir le poids, le sexe du fœtus, le nombre de morts et vivants pendant cette période-là de gestation, et on fait un examen histopathologique du fœtus pour voir s'il y a une tératogenèse. Le segment 3, donc c'est la période juste avant donc la mise bas jusqu'à la fin de la lactation. Donc là, l'administration se fait pendant cette période pour détecter donc tout problème dû à la lactation, donc tout problème dû donc à l'administration de la molécule pendant la lactation. Donc s'il y a un problème, donc on doit signaler ça chez l'homme pour ne pas essayer cette molécule chez une femme allaitante, parce qu'il provoque donc des troubles chez le fœtus.
le nouveau-né. Alors, pour l'évaluation quantitative de l'essai sur la reproduction, on a plusieurs index à évaluer. Donc, on a l'index de fertilité, c'est quoi? C'est le pourcentage d'accouplement donnant une grossesse. L'index de gestation, donc c'est le pourcentage de grossesse aboutissant à une mise bas d'animaux en vie. L'index de viabilité, c'est le pourcentage de nouveau-nés qui survivent en moins de 4 jours. L'index de lactation, c'est le pourcentage d'animaux qui sont en vie jusqu'au sévrage de l'animal, donc jusqu'à l'arrêt de la lactation. Donc, avec ces index-là, on peut déduire s'il y a une reprotoxicité ou pas. S'il y a une reprotoxicité, tout simplement, cela doit être signalé pour ne pas utiliser alors ces molécules-là chez les personnes désirant d'avoir donc des enfants ou chez la femme enceinte pendant la période d'organogenèse et aussi chez la femme pendant la lactation. Maintenant, les essais cliniques. Donc, après avoir étudié cette molécule in vitro et in vivo chez l'animal pour détecter les effets pharmacologiques et toxiques de la molécule, on passe aux essais cliniques. Donc, il n'y a qu'un tiers des molécules testées au début qui arrivent aux essais cliniques. Donc, c'est des molécules qui ont prouvé une efficacité pharmacologique avec toxicité acceptable qui passent aux essais cliniques. Alors, c'est quoi un essai clinique? C'est toute étude systématique d'un médicament chez l'homme, qu'il s'agit sur des volontaires malades ou sains, afin de mettre en évidence des effets pharmacologiques ou des effets indésirables, donc évaluer le rapport bénéfice-risque. Donc, il faut qu'à la fin de ces essais cliniques, on doit avoir une conclusion sur le rapport efficacité-sécurité. Et bien sûr, l'efficacité doit être supérieure à la sécurité pour que le médicament sera donc mis sur le marché national ou international. Donc, l'objectif d'essai, c'est de confirmer l'efficacité et la sécurité et la qualité aussi du médicament chez l'homme, établir le dossier permettant donc l'utilisation de cette molécule auprès des instances nationales et internationales et doivent répondre donc à deux questions majeures. Donc, est-ce que le traitement apporte un bénéfice avec fiabilité? Et le bénéfice est-il cliniquement pertinent de façon à pouvoir l'utiliser en pratique? Donc, on doit répondre à ces deux questions pour pouvoir donc avoir l'approbation et la commercialisation de ce produit au niveau national ou international. La phase 1 donc, des essais cliniques, c'est la première administration chez l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on va évaluer dans ce cas? C'est la tolérance et la sécurité du médicament. Donc, on va évaluer sa toxicité. Donc, contrairement aux essais animaux, dans les essais animaux, on devait avoir une preuve d'activité pharmacologique ou une preuve d'efficacité pour passer à l'étude de toxicité. Mais chez l'homme, non. On doit commencer par l'étude de tolérance, de sécurité pour confirmer après l'efficacité. Alors, les sujets qui sont utilisés pendant cette première phase donc, ne dépassent pas les 80 sujets. Donc, c'est un petit nombre de sujets. La durée, elle peut aller jusqu'à 18 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on administre des doses ascendantes, donc des doses croissantes du médicament. Et la première dose, bien sûr, elle est déterminée à partir de la dose sans effet toxique observé. Donc, si j'ai cette Noé, je vais prendre en considération le facteur de variabilité entre les humains et les animaux. Alors, je divise cette dose utilisée chez l'animal sur ce facteur-là pour avoir la première dose à administrer chez l'homme. Après, donc cette dose-là, bien sûr, elle est vraiment faible. Je dois alors l'augmenter graduellement jusqu'à ce que j'obtiens la dose maximale tolérée chez l'homme. Donc, c'est pendant cette phase-là donc, que je vais avoir une idée sur la dose maximale tolérée et la sécurité du médicament chez l'homme.
Donc, les essais de la première phase permettent d'avoir une idée sur l'effet pharmacologique attendu sur l'organisme et sur les fonctions vitales et les réactions d'intolérance aussi au moment de l'escalade de dose. Le deuxième étudié pendant cette phase 1, c'est le profil pharmacocinétique préliminaire. On va faire plein de prélèvements pour étudier comment ce médicament est absorbé, comment il est distribué, comment il est métabolisé, quels sont les métabolites de ce médicament et comment il est éliminé. Et là, on décide quelle est la forme galinique et la voie d'administration qui sera utilisée pendant les phases suivantes. On fait aussi une étude de corrélation entre la dose admise et les concentrations sanguines. Donc là, on peut détecter donc bien sûr, si vous avez vu votre cours de modélisation et paramètres pharmacocinétiques, vous allez comprendre comment on détecte cette relation entre dose administrée et concentration sanguine obtenue. Donc là, on juge est-ce que le médicament il a une cinétique linéaire, veut dire qu'il y a une proportionnalité entre la dose administrée et les concentrations sanguines, ou non linéaire, veut dire que c'est un médicament à maniement difficile parce que la dose administrée avec la concentration obtenue. Alors, pour les essais de phase 2, donc c'est des essais qui se font dans l'objectif de prouver l'efficacité pharmacologique. Donc, c'est des essais qui se font sur des sujets malades. Contrairement aux essais de la phase 1, la phase 1, elle se fait sur des sujets sains, alors que la phase 2, elle se fait sur des sujets malades, généralement jusqu'à 300 sujets. La durée, elle est de 12 à 24 mois. Donc, c'était qu'on dit contrôler. Comment ça contrôler veut dire que c'est un essai comparatif. Donc, il va essayer de comparer donc, le médicament par rapport à un placebo qui n'a pas d'effet. Donc, on va expliquer c'est quoi un médicament placebo après, ou il sera contrôlé ou comparé par rapport à un médicament de référence dont l'efficacité est approuvée. Donc, un médicament qui est déjà commercialisé pour ses effets pharmacologiques et toxicologiques. Donc, on essaye de comparer donc cette molécule test par rapport à cette référence pendant les essais de la phase 2. L'objectif, c'est de déterminer la dose thérapeutique optimale. Donc, dans la phase 1, on a détecté la dose maximale tolérée. Donc, c'est la dose maximale sans effet indésirable. La phase 2, c'est la phase qui va nous permettre de déterminer la dose thérapeutique optimale, c'est la dose qui sera utilisée donc dans la vraie vie. La confirmation des indications présumées, l'efficacité pharmacologique, on l'approuve, on compte, j'ai dit, le principe actif entre donc comparer le principe actif, l'effet du principe actif par un placebo ou par rapport à un médicament de référence, évaluer donc le rapport bénéfice-risque et aussi confirmer le profil pharmacocinétique qui a été étudié pendant les essais de phase 1. Donc, le profil pharmacocinétique va me permettre de détecter la modalité d'administration, veut dire la dose optimale et l'intervalle de prise. Donc, toujours, je reviens vers le cours de modélisation et paramètres pharmacocinétiques. Vous allez comprendre comment donc on essaye de faire des prélèvements et on établit donc la courbe concentration du temps et on étudie cette courbe pour détecter les différents paramètres pharmacocinétiques qui vont m'aider à détecter la dose que je dois administrer ainsi que l'intervalle entre les doses.
Pendant cette phase aussi, on établit donc pour la phase 3, qui est la dernière phase des essais cliniques avant la commercialisation du produit. La phase 3, donc c'est presque comme la phase 2, d'accord, mais il est élargi donc vers un grand nombre de sujets, donc un grand nombre de patients. Donc, des patients qui vont être donc défaillants d'organes, par exemple des patients avec insuffisance rénale, insuffisance hépatique, on teste chez les sujets âgés, on teste chez les sujets jeunes. Donc la phase 3, c'est la phase dans laquelle on élargit l'utilisation du médicament test pour établir un dernier profit avant la commercialisation du produit. Donc, les groupes, généralement, c'est des centaines jusqu'à milliers de malades. La durée, elle peut aller jusqu'à 7 ans. L'objectif, c'est de confirmer l'efficacité thérapeutique, donc tout ce qui est posologie, indication, effet indésirable, contre-indication, index thérapeutique, tout sera détaillé pendant cette phase-là. Et le médicament sera testé sur une large population pour avoir tous les données. Donc, tout ça sera noté, sera rédigé dans des rapports qui seront après qui seront reçus par les autorités supérieures pour donner l'autorisation de mise sur le marché du produit. On a aussi une précision de l'utilisation par une évaluation du rapport bénéfice-risque. Bien sûr, il doit avoir un bénéfice supérieur au risque, et le risque là, il ne doit pas être une cancérogenèse ou une mutagénèse, donc il faut avoir donc des effets indésirables acceptables par rapport à l'effet pharmacologique attendu. On fait aussi donc une étude de coût-bénéfice pour voir si ce médicament fera l'objet d'un remboursement ou pas. Est-ce que c'est un médicament à délivrer sous ordonnance ou pas? Donc tout ça sera étudié pendant cette phase 3. Recherche du mode d'emploi le plus simple, bien sûr la forme et la voie d'administration, le rythme d'administration. Est-ce qu'il y a d'autres usages de ce médicament autre que l'usage prévu? On doit aussi donc étudier les effets secondaires qui seront notés comme fréquents, parce que généralement c'est les effets secondaires fréquents qui apparaissent pendant cette phase, cette durée plutôt de la phase 3. Donc les effets rares, ils apparaissent généralement après la commercialisation du produit. C'est pour ça qu'on fait l'étude de pharmacovigilance qu'on va voir après. Donc lorsqu'on va récolter toutes ces informations, le dossier alors de demande d'autorisation de mise sur le marché sera donc auprès des autorités nationales après, lorsqu'il y a une approbation au niveau national, donc une commercialisation au niveau national. Si l'industrie ou le fabricant veut le commercialiser en international, il doit aussi déposer ce dossier au niveau international, et ce dossier fera l'objet d'une étude de contrôle avant d'accepter la mise sur le marché au niveau international. Donc la phase 4, c'est la phase post-commercialisation ou post-marketing. C'est le suivi à long terme d'un traitement après son autorisation de mise sur le marché. Donc les sujets, ça sera toute la population, donc avec les différentes ethnies, et même les populations qui n'ont pas été appelées pendant les essais cliniques feront l'objet donc de suivi pendant cette phase de post-commercialisation, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Les objectifs, c'est de dépister les effets secondaires et interactions non connues, non détectées pendant les phases d'essais cliniques, et la découverte aussi de nouvelles indications, donc après l'avoir utilisé sur une large population. La méthodologie pour les essais cliniques, donc généralement c'est des essais randomisés. Randomisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tri des sujets qui ont participé dans l'étude s'est fait d'une manière aléatoire, par tirage au sort.
Donc, pour ne pas avoir donc des interprétations subjectives. Donc, les essais sont ouverts pour la phase 1. Donc, comme on a dit, la phase 1, c'est l'étude de sécurité du médicament pour un petit nombre de sujets sains. Donc, généralement, c'est l'investigateur ou le médecin connaît le médicament ou connaît la molécule donnée à ce groupe-là. Et même le groupe de sujets sait bien quelle est la molécule administrée chez eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un essai ouvert. Un essai simple aveugle, donc c'est l'essai donc emprunté par la phase 2. Cet essai simple aveugle veut dire qu'il n'y a que le médecin qui sait quelle molécule qu'il a prescrit pour tel ou tel groupe. Donc vous savez que la phase 2, on a deux groupes. Un groupe qui reçoit le placebo ou le médicament de référence et un groupe qui reçoit la molécule test. Donc il n'y a que le médecin qui sait quel est le groupe qui a pris le placebo ou le médicament de référence et quel est le groupe qui a pris la molécule test. Le double insu, donc dans la phase 3, donc pour être sûr à 100% donc de la molécule, qu'est-ce qu'on fait? Donc le médecin ne sait pas quel est le médicament donné à tel ou tel groupe et même le patient ne sait pas qu'est-ce qu'il a reçu comme traitement. Est-ce que c'est le placebo? Est-ce que c'est le médicament de référence? Ou est-ce que c'est la molécule test? Donc pourquoi le double insu? Le malade et toutes vont interpréter la réponse à la molécule test d'une manière donc objective. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Ça va? Très bien. Alors, pour la nature de l'essai, donc l'essai dans la phase 2 et la phase 3, c'est un essai contrôlé, comparatif. Donc, on compare une molécule placebo ou molécule de référence par rapport à la molécule test. Alors, on a deux groupes. Comment on va les tester? D'une manière croisée ou une manière en parallèle? Qu'est-ce que ça veut dire croisé? Croisé, tout simplement, au début, j'ai le groupe A et le groupe B. Le groupe A reçoit le médicament test. Le groupe B reçoit la référence, par exemple. Après, lorsque je fais mon étude pharmacocinétique et l'étude de sécurité et d'efficacité, je laisse le médicament être éliminé par les deux groupes et j'inverse les prises. Le groupe qui a reçu la référence reçoit la molécule test et le groupe qui a reçu la molécule test reçoit la référence. Et on va faire aussi une étude de la réponse à cette molécule test. Alors, le même individu reçoit pendant 2 périodes les 2 médicaments. Donc, je vais étudier la variabilité intra-individuelle. C'est la variabilité de la réponse chez le même individu, à la molécule de référence et à la molécule test. L'essai en parallèle, par contre, j'ai le groupe A et le groupe B. Donc, le groupe A reçoit la référence et le groupe B reçoit la molécule test et j'étudie alors la réponse chez ces deux-là pendant une période. Donc, il n'y a pas de croisement. Donc, il y a une variabilité interindividuelle, pas interindividuelle de la réponse. Il y a une variabilité de la réponse donc interindividuelle dans l'essai en parallèle. Donc, j'espère que vous avez compris cet essai croisé et essai en parallèle et l'intérêt de ces deux essais. Donc, c'est des essais qui sont utilisés pendant la phase 2 et la phase 3. Le lieu, donc, où Pardon. Alors, pour le lieu, je vous ai dit, donc, généralement, ces cliniques sont dans des CHU, dans des centres hospitalo-universitaires, en présence de médecins généralistes, spécialistes, un juriste, aussi
promoteur de l'étude, qui est bien sûr le laboratoire fabricant. Aussi, donc, il y a un responsable qui sera présent et aussi donc des techniciens de santé. Donc, toute une équipe qui sera mobilisée pour les essais cliniques. On a aussi certaines sociétés de prestation de services agréées par le ministère de la Santé spécialement pour réaliser les essais cliniques. Mais généralement, ils se font dans les CHU. Alors, le déroulement, donc, tout simplement, avant tout essai préclinique ou clinique, donc le promoteur doit déclarer son intention à réaliser ses essais au ministère de la Santé. Après, donc, il doit faire donc une demande d'autorisation qui comportait alors des informations spécifiées dans le formulaire, spécifiées donc pour le laboratoire, pour l'investigateur qui va être présent pendant le déroulement de l'étude, aussi le directeur de l'établissement où l'essai aura lieu. Le protocole aussi doit être bien détaillé dans cette paperasse-là. Alors, tout ça, après avoir été remis au ministère de la Santé, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le ministère de la Santé va le soumettre au comité d'éthique. Le comité d'éthique, donc, c'est un ensemble de professionnels de santé qui vont évaluer cet essai clinique. Donc, ils vont évaluer toutes les phases de cet essai clinique. Ils doivent être sûrs que ces essais cliniques se feront dans les bonnes conditions, donc selon les bonnes pratiques de laboratoire, pour donner l'autorisation au laboratoire de réaliser ce dernier. Et aussi, donc, aussi validant donc la réalisation de ces essais cliniques. Voilà, donc merci pour votre attention. Là, c'est un petit résumé seulement pour le déroulement des essais cliniques et les autorités supérieures donc, qui seront donc, décideurs dans l'application ou pas de cet essai. Alors, s'il y a des questions, donc, je suis là. Docteur, bon, le stade 1 et 2, comment on choisit les malades comment on les choisit? Est-ce qu'ils sont des volontaires ou... Exactement, c'est des volontaires. Donc, et déjà, on doit avoir le consentement éclairé et bien écrit du sujet, donc soit du patient, soit du sujet sain, pour donc participer aux essais cliniques. Et bien sûr, ils seront payés, donc ils viennent pour avoir une certaine somme d'argent. Hein. C'est pas gratuit. Alors, il y a d'autres questions? Normalement, non. Il n'y a pas de questions? Donc, je suis en attente de toutes questions. J'espère que le cours est clair. Oui, c'était clair. Ça va? Vous avez une idée maintenant sur les étapes de développement d'un médicament? Oui. Très bien. Voilà, je vous laisse penser un peu s'il y a des questions. Donc, je suis là pour répondre. Hein.
question. Sûr. Oui. Très bien. Alors, je vous laisse. En tout cas, je vais contacter votre délégué pour lui transmettre le cours. Et s'il y a des questions, vous pouvez me contacter sur mail. OK? D'accord. Merci. Très bien. Allez. Bonne soirée. À vous de même. Merci.